Bonjour à tous, c'est Madame Zamboto et on se retrouve aujourd'hui pour démarrer le cours d'introduction au droit fiscal de l'année. Et dans ce premier chapitre, je vais aborder les aspects généraux de la fiscalité française. C'est un cours que je fais normalement à des BUTGA, Bachelor universitaire de technologie, mais bien sûr le programme s'adapte également aux étudiants qui suivent un DCG, une licence ou un BTS comptabilité gestion. Dans ce cours, je vais déjà définir ce qu'est un impôt et à quoi ça sert. Ensuite, on va essayer de faire une classification assez simple des différents impôts et taxes qui existent. Et puis, on verra très rapidement les sources du droit fiscal, c'est-à-dire qu'on va se demander en fait d'où viennent les règles en matière d'impôts et comment s'organise succinctement l'administration fiscale. Commençons tout de suite par la notion d'impôt. Alors d'impôt, de taxe, on ne va pas faire la distinction parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il faut vous demander, à votre avis, qu'est-ce que c'est qu'un impôt? Qu'est-ce que c'est qu'un impôt et à quoi ça sert? Je me réfère ici à la définition de l'INSEE, parce que l'INSEE vous dit qu'un impôt, c'est un versement obligatoire et sans contrepartie aux administrations publiques. Il sert principalement à financer les dépenses publiques et peut constituer également un moyen de régulation de l'activité économique. Alors on dit que l'impôt est un versement obligatoire, parce qu'effectivement vous n'avez pas le choix, si vous ne payez pas vos impôts, vous êtes passible de sanctions. Sans contrepartie, parce que lorsque vous versez des impôts, il n'y a pas de contrepartie équivalente. C'est pas comme une facture de vente où vous vendez des marchandises et puis en contrepartie vous recevez de l'argent. Là, vous versez vos impôts parce que c'est votre obligation. Vous versez ces impôts aux administrations publiques, mais les administrations publiques revêtent en fait trois éléments, trois composantes. Vous avez dans les administrations publiques françaises l'État, qui est tout en haut. Vous avez au niveau local les collectivités territoriales, régions, départements, communes. En effet, vous avez des impôts qui ne sont pas versés à l'État mais qui sont versés au niveau local. Je pense notamment à la taxe foncière. Et puis vous avez également les administrations de sécurité sociale. Les impôts servent principalement à financer les dépenses publiques. En effet, les impôts, en fait, il y a un principe d'universalité, ça va dans un pot commun. Et l'État ou les collectivités vont décider d'utiliser cet argent pour financer des dépenses qui vont profiter à la collectivité. Il peut également, cet impôt, constituer un moyen de régulation de l'activité économique, c'est-à-dire que l'État peut être amené à agir sur le montant de certains impôts pour orienter votre consommation, pour développer votre consommation. On verra ça un petit peu plus tard. On reconnaît généralement trois objectifs à l'impôt. Donc ces objectifs, on va les développer un petit peu plus. Un objectif financier, j'en ai déjà un petit peu parlé, un objectif social et un objectif économique. Prélever des impôts répond tout d'abord à un objectif financier. Je viens d'en parler. Les impôts et taxes financent les dépenses publiques de l'État et des collectivités publiques, à savoir des régions, départements et communes. Concrètement, il faut savoir que l'État se finance à majorité avec des recettes fiscales. Ces recettes fiscales, qui viennent des impôts et taxes, représentent plus de 95% de ces recettes. Quelles sont ces différentes recettes fiscales? Ici, je vous ai présenté une répartition des recettes fiscales d'après un rapport de la Cour des comptes 2020. Et quand vous regardez en fait la répartition de ces recettes, vous remarquez ici que l'essentiel des recettes fiscales de l'État provient de laquelle, regardez bien, il s'agit ici de la taxe sur la valeur ajoutée, qui représente ici 44,5% des recettes, mais grosso modo, on a plutôt tendance à dire que ça représente à peu près 50% des recettes. L'année 2020 était un petit peu particulière, il y a eu un petit peu moins de TVA que prévu, puisqu'il y a eu un recul de la consommation. Donc retenez que l'essentiel des recettes de l'État provient de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'on appelle communément TVA. Mais quand vous regardez, en deuxième, on voit que cela provient également de l'impôt sur le revenu, impôt qui est prélevé sur les personnes physiques, c'est-à-dire sur les ménages. Ensuite vient l'impôt sur les sociétés, qui est payé par les entreprises qui ont le statut de société. Puis vous avez la rubrique autres qui regroupe forcément des éléments dont le taux est inférieur à 2,7%, et la TICPE. TICPE, ça veut dire la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. C'est ce que vous payez quand vous allez acheter du carburant. Donc on retiendra que la TVA, c'est l'essentiel des recettes de l'État, et c'est d'ailleurs pour cela que le cours d'introduction au droit fiscal de première année va se centrer sur cette notion de TVA. C'est aussi parce que vous en aurez besoin dans le cadre des cours de comptabilité.
À noter que l'État a également des recettes non fiscales. Donc forcément, si vous calculez bien, vu que les recettes fiscales représentaient 95% de ces recettes, eh bien il y a à peu près 5% des recettes de l'État qui sont non fiscales. Pourquoi? Parce que l'État a un patrimoine, et ce patrimoine, parfois il le met en location. Donc du coup, il reçoit des loyers, ça lui permet d'avoir de l'argent. Il va également avoir des revenus qui proviennent de l'activité industrielle et commerciale de l'État, ou éventuellement vous allez avoir des revenus qui vont venir de participation que l'État a encore dans des entreprises. Et quand ces entreprises vont être amenées à verser des dividendes, eh bien l'État va recevoir une partie de ces dividendes. Donc voilà, des recettes fiscales, des recettes non fiscales, mais essentiellement des recettes fiscales. Alors ces recettes, qu'est-ce qu'on en fait? Concrètement, elles vont financer les dépenses publiques de l'État et traduisent en fait les priorités qui sont fixées par le gouvernement. En effet, vous avez probablement déjà entendu parler de la notion de budget de l'État. Et bien dans un budget, il y a des recettes et des dépenses. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir quelles sont les principales dépenses publiques en France. Alors, quand je regarde le budget 2020, budget pour lequel je mets à part les dégrèvements d'impôts et les remboursements de dettes. Alors pourquoi je mets ça à part? Parce qu'en fait, le principal poste de dépense de l'État, chaque année, c'est le remboursement de la dette de l'État. En effet, l'État est endetté. Chaque année, en fait, il a souvent un déficit budgétaire. Ces déficits budgétaires se sont accumulés année après année et forment ce qu'on appelle la dette publique. Donc chaque année, l'État doit être amené à rembourser une partie de cette dette et a également ce qu'on appelle des dégrèvements d'impôts. Donc les dégrèvements d'impôts, c'est quand il décide de diminuer le montant de l'impôt dû par certains redevables. Alors ils ne le décident pas, c'est parce que généralement ces personnes ont payé un trop perçu, il y a eu un trop versé plus exactement, et donc on leur rembourse. Bon, on met ça à part. Moi ce qui m'intéresse, c'est où va l'argent de l'État. À votre avis, quel est le principal poste de dépense de l'État quand on met ça à part? Pensez très fort à moi. Et oui, pensez très fort à moi parce que le principal poste de dépense de l'État, c'est l'éducation et la recherche. Il y a énormément d'enseignants à payer, il y a également énormément de personnel administratif, de chercheurs, donc c'est le principal poste de dépense. Vous avez également dans les principales missions de l'État la mission de défense et sécurité, les politiques sociales, les politiques de développement durable, la justice, et puis après il y a d'autres missions comme la culture, le sport, qui ont des budgets un petit peu moins conséquents. Au niveau local, les collectivités publiques vont également recevoir un certain nombre de ressources fiscales. Ces prélèvements alors ne servent pas à financer les dépenses de l'État, mais servent à financer les dépenses locales, c'est-à-dire le cas des dépenses des communes, des départements, des régions. Donc, quelles sont ces ressources fiscales qui sont versées au niveau local? Eh bien, vous avez la taxe d'habitation qui est payée par les particuliers. Donc, cette taxe d'habitation, en fait, elle est payée normalement dès lors que vous occupez un local. Donc, dès lors que vous êtes locataire en tant que particulier, eh bien, vous devez payer cette taxe d'habitation. Mais sous le gouvernement Macron, il y a eu une réforme qui fait que désormais 80% des ménages n'ont plus à payer cette taxe d'habitation. Et les ménages les plus aisés devraient normalement voir leur taxe d'habitation supprimée d'ici à 2023. Attention, je parle là de la taxe d'habitation qui porte sur les résidences principales. Parce que si vous avez une résidence secondaire, c'est-à-dire un appartement à la mer ou à la montagne, eh bien là, vous devrez toujours payer cette taxe d'habitation. Ensuite, vous avez la taxe foncière. La taxe foncière, elle est payée par les propriétaires de terrains et de construction. Donc elle est payée bien sûr par les particuliers. Donc dès lors que vous êtes propriétaire de votre logement, vous devez payer cette taxe foncière. Et cette taxe foncière eh bien, va être versée au niveau local. Et puis pour les entreprises, vous avez également la notion de contribution économique territoriale qu'on appelle communément CET, qui va également être versée au niveau local. Deuxième objectif de l'impôt, c'est un objectif social. En effet, on dit que l'impôt est un instrument de redistribution des richesses et permet de réduire les inégalités. Alors je ne parle pas là de tous les impôts, mais en tout cas, il y a une partie des impôts qui va permettre effectivement finalement de prendre plus aux ménages les plus aisés et de redistribuer un petit peu aux ménages pas les plus pauvres, hein, mais les plus modestes. Je cherchais mon mot. Plus pauvre, ça se fait pas de dire ça.
riches et pauvres, on préfère aisé à ménage modeste. Donc exemple, avec bien sûr l'impôt qui est le plus redistributif en France, hein, qui est l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu suit un barème, donc barème c'est le mode de calcul de l'impôt, donc il suit un barème qui est progressif. Ça veut dire que plus les revenus d'un ménage sont importants, plus le taux d'imposition qui va concerner ces revenus va être important. Je m'explique. Ici, je vous ai mis le barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Je crois que je ne me suis pas trompée. Concrètement, ici, vous avez un barème par tranche. Ça veut dire que quand votre revenu est compris entre 0 et 10 064 euros, eh bien, on vous ne prélèvera pas d'impôt. Mais ça, c'est valable que vous touchiez 10 000 euros, 20 000 euros ou 30 000 euros. Quel que soit votre niveau de revenu, sur les premiers 10 000 euros, l'État ne vous prend rien. Ensuite, plus vous allez gagner, plus ce que vous allez gagner va être imposé à un taux important. Dès lors que votre revenu dépasse 10 064 euros, eh bien on va vous prendre systématiquement 11% sur la partie que vous touchez au-dessus de 10 000, mais en dessous de 25 000. Au-dessus de 25 000, tout ce que vous allez toucher au-dessus de 25 000, mais en dessous de 73 000, on va vous prendre 30%. Donc ça veut dire que plus vous gagnez, plus ce que l'on va vous prendre sur la partie que vous gagnez en plus va être important. Et puis, etc., jusqu'à avoir un taux d'imposition de 45% pour tous les revenus que vous touchez au-dessus de 157 806 euros. On va faire un petit exemple. Petit exemple, on va prendre simple, hein, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails. Vous aurez un cours de fiscalité des personnes physiques un petit peu plus tard. Je prends le cas d'un célibataire au revenu net imposable de 32 000 euros. Donc pour le calcul de son impôt, on va soumettre son revenu au barème applicable. Donc c'est le barème de 2020, hein, que je vous ai mis, pas 2021. Comment est-ce qu'on va faire? On va commencer déjà par positionner les 32 000 euros sur ce barème. Sur la première partie de ses revenus, hein, sur les premiers 10 000 euros, on ne lui prend rien. Donc, première tranche de revenus imposée à 0%, ça fait 0 euros d'impôt. Sur la deuxième tranche de revenus, ce qui va de 10 064 à 25 659, je calcule la différence entre 25 000 et 10 000, ça me donne 15 595 euros que je multiplie par 11%. Donc sur la partie supplémentaire, on lui prend 11%. Mais on ne lui prend pas 11% sur les premiers 10 000 euros, hein, vous l'avez compris. Donc là-dessus, il devra payer 1715,34. On continue. Et sur la tranche qui va de 25 660 à 32 000, je m'arrête à 32 000 parce que le revenu de ce monsieur est de 32 000, et bien là, on va lui prendre 30%. Donc je calcule la taille de la tranche, c'est-à-dire la différence entre 32 000 et 25 659, et je multiplie tout ça par 30%. Du coup, quand vous regardez bien, vous avez 1902 euros sur cette dernière tranche, 1715 sur la première tranche et 0 sur la tranche de base, et bien vous vous retrouvez de fait à avoir un impôt pour cette personne qui est de 3 617 euros, donc 3 617,34 que j'arrondis à 3 617. Vous remarquez donc qu'il n'est pas imposé à 30% sur l'ensemble de ces 32 000 euros. On va donc, dans le cadre de cet impôt qui a un barème progressif, prendre plus aux ménages les plus aisés, donc, mais uniquement sur la partie du salaire qui va dépasser certaines tranches. Donc l'impôt sur le revenu est typiquement l'impôt le plus redistributif. Vous avez également un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière, donc qui s'appelait avant impôt de solidarité sur la fortune, mais qui a également été réformé sous le gouvernement Macron. Eh bien cet impôt est désormais un prélèvement sur le patrimoine immobilier des ménages. Donc on va prendre l'ensemble des biens immobiliers des ménages, et dès lors que ce patrimoine dépasse 1,3 million d'euros, eh bien on va appliquer également un barème progressif en fonction du montant de ce patrimoine. Donc évidemment, il faut quand même être un ménage assez aisé pour être soumis à cet impôt. Mais attention, parce qu'on a tendance à croire que cet impôt sur la fortune immobilière, il permet de récolter des 1000 et des 100 pour l'État. Mais non, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est moins de 1% des recettes fiscales de l'État. Donc ça représente vraiment une toute petite proportion des recettes. A noter aussi que la fiscalité est avantageuse pour les familles nombreuses. Ça va permettre de faire un effet redistributif supplémentaire. En effet, là je vous ai montré dans le cadre de l'impôt sur le revenu le cas d'une personne célibataire, mais sachez que quand vous êtes un ménage avec des enfants, eh bien les enfants vont permettre au foyer fiscal de faire des réductions d'impôts et donc de payer moins d'impôts.
Troisième objectif de l'impôt, c'est un objectif économique. En effet, la fiscalité peut être utilisée par l'État pour orienter la politique économique. Donc la politique économique d'un État, pour faire simple, pour faire une petite parenthèse économique, elle vise normalement à développer la croissance économique, tout en maintenant un niveau d'inflation correct. Le niveau d'inflation, c'est la hausse du niveau général des prix. Et puis, on essaye de maintenir un taux de chômage qui est faible et d'avoir un commerce extérieur, si possible, profitable. Concrètement, grâce à la fiscalité, vous allez pouvoir orienter un petit peu votre politique économique, donc agir sur la fiscalité pour essayer de relancer la croissance. Exemple, sous le gouvernement Macron, encore une fois, il a été décidé de modifier le barème de l'impôt sur le revenu, notamment la deuxième tranche de l'impôt sur le revenu, qui avant était une tranche où on vous prélevait 14%, et bien désormais on vous prélève simplement 11%. Donc ceci bénéficie évidemment aux ménages, alors à tous les ménages, mais essentiellement aux ménages les plus modestes, qui voient ainsi une forte réduction d'impôt sur leurs revenus. Alors pourquoi est-ce que la baisse de l'impôt sur le revenu favorise la croissance économique? Eh bien, lorsque les ménages payent moins d'impôts. Concrètement, ça veut dire qu'à la fin du mois, ils ont plus de revenus. On appelle ça le revenu disponible. Si leur revenu disponible augmente, eh bien, ils peuvent soit décider de consommer, soit décider d'épargner. Mais les ménages les plus modestes épargnent généralement peu. L'essentiel de leur revenu va dans la consommation. Donc du coup, ils vont profiter de cette réduction d'impôts pour développer leur consommation. S'ils développent leur consommation, alors sur le marché, globalement, il y a une augmentation de la demande. Les entreprises, pour répondre à cette augmentation de la demande, vont produire plus, embaucher plus, et donc cela va permettre d'embaucher des salariés, de réduire le taux de chômage, de développer la croissance économique. Deuxième illustration de la fiscalité qui peut être utilisée comme un instrument d'orientation de la politique économique. Vous avez une politique globalement en France qui cherche à s'orienter sur le développement durable. Eh bien, il y a en France eu une baisse du taux de TVA sur certains produits ou services, notamment sur les travaux de rénovation énergétique. On a un taux de TVA qui actuellement est à 5,5%. Et qui permet de fait d'inciter les gens à mener ces travaux de rénovation pour ensuite avoir un développement durable au niveau du pays. On peut également mettre en place des écotaxes, ce sont des taxes qui frappent la consommation, la production ou l'émission de substances nuisibles pour l'environnement, comme les gaz à effet de serre. On peut parler par exemple d'une taxe qui est mise en place ici sur les SUV. Les SUV, vous savez, c'est ces gros véhicules que certains utilisent en ville. Comme ce sont des véhicules qui sont polluants, et bien vous avez désormais une taxe lorsque vous achetez ce type de véhicule. Vous l'avez constaté sur le début de ce cours, il y a beaucoup d'impôts et taxes qui sont prélevés en France. On a déjà parlé de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe foncière, taxe d'habitation, taxe sur la valeur ajoutée, taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, impôt sur la fortune immobilière, bref, il y en a beaucoup. Pour avoir une image un petit peu plus claire de ces impôts, je vous propose de présenter une classification de ces impôts. C'est ce qu'on appelle une classification économique, et cette classification est basée sur la nature des éléments imposés. Commençons tout d'abord avec les impôts qui sont prélevés sur les revenus des personnes. On appelle ça impôt sur la personne, et ils sont calculés systématiquement sur les revenus perçus par le contribuable. Pour les personnes physiques, il s'agit de l'impôt sur le revenu, puisque cet impôt est calculé sur tous les revenus des personnes physiques, leur salaire, leurs revenus fonciers. Les revenus fonciers, c'est quand vous êtes propriétaire d'un certain nombre de logements, par exemple, et vous louez ces logements, vous recevez des loyers, ça c'est ce qu'on appelle des revenus fonciers. Les revenus de capitaux mobiliers, ça c'est quand vous avez, par exemple, des titres et que vous recevez des dividendes, eh bien, ces revenus sont imposés. Ou les bénéfices industriels et commerciaux, puisque vous le savez, certaines personnes physiques peuvent être amenées à avoir une entreprise, et dans ces cas-là, si vous avez un statut juridique, par exemple, d'entreprise individuelle, les bénéfices de votre entreprise doivent être imposés avec les revenus de votre ménage, ce qu'on appelle les bénéfices industriels et commerciaux. Il y en a un petit peu d'autres, des catégories de revenus, mais ici, ce n'est pas un cours de fiscalité des personnes physiques. En tout cas, l'impôt sur le revenu est calculé sur les revenus des personnes physiques. Pour les personnes morales, c'est l'impôt sur les sociétés qui est calculé sur le résultat fiscal des entreprises,
donc entreprises qui se sont constituées sous forme de sociétés. On parle également plus communément d'impôt sur les bénéfices pour désigner l'impôt sur les sociétés. Deuxième catégorie d'impôts, ce sont les impôts qui portent sur la dépense des consommateurs. Ça veut dire que plus les consommateurs dépensent, plus il y aura une taxe importante. C'est le cas bien sûr de la taxe sur la valeur ajoutée. Plus vous dépensez, plus vous serez soumis à la TVA. C'est le cas d'un ensemble de contributions indirectes, donc taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, taxe sur les alcools et tabac. Vous savez qu'à chaque fois que vous achetez une bouteille d'alcool ou que vous achetez un paquet de cigarettes, vous avez l'essentiel du prix qui correspond à des taxes, et en plus il y a de la TVA. Et vous avez également des taxes sur les jeux et divertissements. Donc par exemple, quand vous achetez des tickets à gratter de la Française des Jeux, et bien vous avez une taxe sur ce ticket à gratter. Il y a également les droits de douane que les entreprises sont amenées à payer lorsqu'elles importent des biens. Et vous avez également ce qu'on appelle des droits de timbre. Les droits de timbre, vous êtes amené à en payer lorsque vous passez devant le notaire. Donc certains actes nécessitent un droit de timbre. Quand vous changez votre passeport, quand vous perdez votre carte d'identité qu'il faut la refaire, quand vous voulez un permis de chasse, eh bien vous êtes amené à acheter un timbre fiscal. Enfin, dernière catégorie, il s'agit des impôts qui portent sur la propriété et le capital, et ils sont, ceux-là, calculés sur la valeur du patrimoine. C'est le cas de l'impôt sur la fortune immobilière, qui dépend bien sûr directement du patrimoine des ménages. C'est le cas des impôts fonciers, qui seront d'autant plus importants que la valeur de votre patrimoine foncier est importante. C'est le cas des droits de mutation. Alors c'est quoi les droits de mutation ? Grosso modo, c'est des impôts qu'on est amené à payer devant un notaire. Donc c'est le cas lorsque vous avez un héritage où vous devez payer des droits de succession. C'est le cas lorsque vous achetez un nouvel appartement, vous allez devoir payer là aussi des droits d'enregistrement. Il y a également un impôt sur les plus-values, ça c'est un petit peu compliqué, vous verrez ça dans le cadre d'un cours de fiscalité des personnes morales. Et vous verrez également le cas de la taxe sur les véhicules de société, donc qui est supportée uniquement par les entreprises. On va aborder maintenant une deuxième classification, puisqu'on peut également classer les impôts qui sont prélevés en France selon qu'ils sont directs ou indirects. Mais pour pouvoir comprendre cette classification, j'ai besoin au préalable que vous sachiez faire la distinction entre un contribuable et un redevable. Concrètement, le contribuable, c'est la personne qui supporte effectivement la charge de l'impôt. Le redevable, lui, c'est la personne qui a l'obligation de payer l'impôt au trésor public. Le contribuable et le redevable ne sont pas toujours les mêmes personnes. Concrètement, les impôts directs sont les impôts pour lesquels il y a identité entre le contribuable et le redevable. C'est la même personne qui supporte la charge de l'impôt et qui va payer cet impôt. C'est le cas de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est le cas de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou de la CSG. Alors, il y a un cas particulier au niveau de l'IR parce que l'impôt sur le revenu, il est désormais prélevé au départ par l'intermédiaire des entreprises qui vous prélèvent directement le montant de l'impôt sur votre bulletin de salaire. Mais en fait, à la fin, il y a une régularisation. Donc, vous allez recevoir effectivement votre avis d'imposition et vous allez devoir directement payer le solde que vous devez à l'État. Donc, dans la mesure où il est toujours prélevé de façon nominative, on le laisse dans la catégorie des impôts directs. A noter que la CSG, c'est un impôt qui est prélevé également sur les bulletins de paye, mais c'est vous, de façon nominative, qui êtes prélevé. Pour les impôts indirects, on qualifie les impôts indirects lorsqu'on peut distinguer le contribuable et le redevable. Donc en fait, ces impôts ont la particularité, entre guillemets, d'être versés indirectement à l'État ou aux collectivités. Ils sont généralement collectés par des tiers, donc généralement des entreprises, qui collectent l'impôt à l'occasion d'une dépense, et les entreprises ne pourront pas garder cet impôt pour elles, elles devront le reverser à l'administration fiscale. Typiquement, c'est le cas de la TVA. En effet, vous, quand vous allez faire vos courses au supermarché, eh bien, on vous facture de la TVA, Carrefour vous facture de la TVA, Carrefour, Leclerc, Intermarché, j'en donne 3 pour qu'il n'y ait pas de publicité. Eh bien, cette TVA que vous leur versez, eh bien, ils ne peuvent pas la garder. Ils vont devoir le reverser à l'administration fiscale. De fait, la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect. Vous avez également d'autres contributions qui sont indirectes, comme les taxes sur les assurances, qui sont versées aux assurances qui doivent le reverser à l'État. La taxe sur les tabacs et alcools sont reversées à ceux qui vous les vendent et qui doivent ensuite le reverser.
ou la TICPE qui est reversée aux stations-service, prélevée par les stations-service et qui doit être reversée à l'État. Même chose pour les droits de timbre, les droits de douane, les droits de succession. À chaque fois, vous avez un intermédiaire. Donc pour les droits de succession, par exemple, l'intermédiaire, c'est le notaire. Pour les droits de douane, c'est la direction générale des douanes et des droits indirects. Et pour les droits de timbre, eh bien, généralement, vous les achetez alors soit sur Internet, soit dans les bureaux de tabac, quand c'est encore sous forme papier. Et c'est ensuite reversé à l'administration fiscale. Donc deux classifications à apprendre, hein, vous l'avez compris, classification administrative et puis une classification entre impôt direct et impôt indirect. On continue maintenant avec un paragraphe sur les sources du droit fiscal. Donc on a parlé d'impôts, de taxes, mais en fait la question qu'on se pose c'est qui en fait fixe les règles en matière d'impôts en France. Donc concrètement, il y a une branche de droit qui définit les règles en matière d'impôts, c'est le droit fiscal, et c'est une branche, on dit, du droit public. Concrètement, il y a une hiérarchie qui s'applique au droit fiscal. Donc tout en haut, vous avez dans la Constitution un article qui parle de fiscalité. Cet article, c'est l'article 34 de la Constitution. Dans cet article, il est noté que la loi va fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature. Alors, il y a un petit peu de vocabulaire déjà dans cet article. Il y a la notion d'assiette et il y a la notion de modalité de recouvrement. Sachez que l'assiette d'un impôt permet de déterminer très simplement la nature et le montant des éléments qui sont soumis à l'impôt. Par exemple, pour l'impôt sur les sociétés, eh bien, on va soumettre le bénéfice au montant de l'impôt. Alors, ça s'appellera un résultat fiscal un petit peu plus tard, mais en gros, l'impôt sur les sociétés, on le calcule sur le bénéfice. Il y a des impôts qui sont prélevés sur le chiffre d'affaires, il y a des impôts qui sont prélevés sur les revenus, il y a des impôts qui sont prélevés sur la valeur des biens achetés. Donc, c'est ce sur quoi on va calculer l'impôt. Et vous avez ensuite la notion de modalité de recouvrement. Donc, les modalités de recouvrement, c'est la façon... ça désigne la façon dont l'État va récupérer l'argent, donc dont l'État va encaisser l'argent qui correspond à cet impôt. Donc les impôts peuvent parfois être versés spontanément par le contribuable, c'est le cas par exemple de l'impôt sur les sociétés. Ils peuvent être payés suite à un avis d'imposition, ou ils peuvent parfois être prélevés directement à la source par vos employeurs. Sous la Constitution, eh bien, vous avez un ensemble de règles internationales et européennes qui parlent de fiscalité. Il y a ce qu'on appelle des traités internationaux et on va également regarder ce qu'il y a dans le droit communautaire. Au niveau international, sachez qu'il existe des conventions fiscales internationales qui permettent notamment de fixer les règles applicables lorsque la loi de deux pays est en cause. Exemple de convention fiscale internationale, eh bien, il existe des conventions qui sont destinées à éviter la double imposition de ressortissants qui ont une activité et un domicile dans deux pays différents. Je m'explique. Imaginez, vous êtes français, mais vous habitez près de la frontière suisse. Donc vous habitez en France, mais vous travaillez en Suisse. Donc tous les jours, vous traversez la frontière. Normalement, la loi fiscale française, elle dit, dès lors que vous avez votre domicile en France, vous devez payer vos impôts en France. Oui, mais sur la fiscalité suisse, c'est marqué que si jamais vous travaillez en Suisse, eh bien alors vous devez payer vos impôts en Suisse. Évidemment, on ne va pas demander à cette personne de payer à la fois ses impôts en France et en Suisse. Eh bien la convention fiscale internationale va régler le problème et va déterminer si on doit payer les impôts en France, en Suisse ou en partie dans les deux pays. Donc ces conventions permettent finalement de bien prélever les impôts. Il existe également des conventions qui sont destinées à lutter contre la fraude fiscale, pour pouvoir identifier plus facilement les blanchiments d'argent ou les gens qui essayent d'éviter de payer des impôts. Au niveau européen, sachez qu'il existe des directives européennes qui sont adoptées par le Conseil de l'Union européenne et qui vont s'appliquer aux États membres. Donc il y a notamment des directives européennes qui vont déterminer le nombre de taux de TVA qui sont applicables dans un pays. On continue sur cette hiérarchie et on descend avec les textes législatifs, en l'occurrence les lois et les ordonnances. Y a-t-il des textes législatifs qui parlent de fiscalité? Eh bien évidemment oui. Il y a des lois, donc je vous rappelle que les lois par définition ce sont des règles écrites et qui sont votées par le Parlement lui-même composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ces lois constituent bien sûr la principale source du droit fiscal. Il y a une loi en particulier qui m'intéresse qui s'appelle la loi de finances initiale. LFI. C'est une loi qui est votée chaque année, qui va préciser chaque année le budget de l'État, c'est-à-dire l'ensemble des ressources et des dépenses de l'État.
Cette loi va instaurer des impôts, modifier des impôts et taxes et va affecter les sommes aux différents ministères pour l'année à venir. Cette loi de finances initiale n'est qu'une prévision des recettes et des dépenses de l'État. C'est une loi qui est votée chaque année en fin d'année. Donc il va commencer à y avoir, là on est au mois de septembre, mais octobre, novembre, décembre, donc c'est les discussions qui vont commencer à s'établir sur cette loi de finances initiale. Ensuite on va la voter, mais en cours d'année suivante, il se peut que les recettes prévisionnelles, finalement elles sont plus faibles que prévues, les dépenses elles sont plus fortes que prévues, et donc on peut être amené en cours d'année à voter des lois de finances rectificatives qui vont modifier les dispositions de la loi de finances initiale. Cela a d'ailleurs été utilisé, bien évidemment, pendant la période de Covid. On a eu des dépenses qui étaient bien supérieures à ce qui était prévu initialement. Sachez que ces lois de finances doivent systématiquement être intégrées dans le Code général des impôts, qu'on appelle plus communément CGI. Donc c'est le cas de toutes les lois et toutes les ordonnances et règlements qui régissent le système fiscal français. Et sachez également que pour pouvoir entrer en application, ces lois doivent obligatoirement avoir été publiées au journal officiel. C'est la procédure pour devoir respecter ces lois. Sous les lois et ordonnances, on a également un ensemble de textes réglementaires qui s'appellent les décrets et les arrêtés. La loi, en fait, fixe ce qu'on appelle des principes généraux. Mais parfois, les lois sont difficiles à appliquer sur le terrain. C'est pour ça que on va définir parfois des décrets et des arrêtés ministériels qui vont expliquer comment appliquer la loi sur le terrain. Là aussi, les décrets et arrêtés ministériels vont être intégrés au Code général des impôts et nécessiteront, pour pouvoir être appliqués, d'avoir été publiés au journal officiel. Sous les sources réglementaires, vous avez également la jurisprudence. On se réfère à la jurisprudence, c'est-à-dire on se réfère aux décisions des tribunaux français. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions de justice prises lorsqu'un litige entre un contribuable et l'administration fiscale est porté devant les tribunaux. Lors de ces litiges, le juge est amené à préciser ou à créer des interprétations des lois. Dès lors que le juge a statué sur une affaire d'une certaine façon, pour toutes les autres affaires, il sera amené à statuer de la même façon. Donc ces décisions vont engager les autres tribunaux à statuer de la même façon sur des affaires similaires. Il existe une jurisprudence au niveau des tribunaux français, mais il existe également une jurisprudence européenne, puisque on peut parfois porter un litige fiscal devant la Cour de justice européenne. Il constitue alors la jurisprudence européenne. Donc on doit se référer à ces décisions prises par les tribunaux lorsqu'il y a un litige en matière fiscale. Alors je parle de litige, mais en fait je parle de tribunaux, mais qui juge les litiges en matière d'impôt? Lorsque vous avez un litige en matière d'impôt, en fait, la plupart de ces litiges vont se résoudre par une intervention auprès de l'administration fiscale. En effet, l'administration fiscale, via les services des impôts, vont généralement répondre à votre demande. Donc dans 99% des cas, les réclamations contentieuses vont permettre de régler les litiges. Mais dans 1% des cas, l'administration fiscale ne peut pas traiter le litige, il convient alors de saisir le tribunal. Mais alors du coup, quel tribunal saisir? Il y a une spécificité pour les litiges en matière fiscale, c'est qu'il n'y a pas un juge fiscal, mais il y a plusieurs juridictions devant lesquelles on peut être amené à porter le litige. On n'ira pas devant la même juridiction selon que notre litige porte par exemple sur le calcul de l'impôt sur le revenu ou porte sur le montant de droits de succession. En matière de fiscalité, si votre litige porte sur un impôt direct, comme par exemple l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, ou si votre litige porte sur la TVA, vous porterez votre litige devant le tribunal administratif. Il va faire un jugement en première instance. Si vous pensez que ce jugement ne vous est pas favorable, vous pouvez porter l'affaire devant une cour administrative d'appel qui va rejuger l'affaire une deuxième fois. Enfin, si vous pensez que la loi a mal été appliquée, vous allez saisir le Conseil d'État qui va vérifier que la loi a bien été appliquée. En matière d'impôts indirects et de droits d'enregistrement, vous allez
formuler une demande soit auprès du tribunal de proximité, soit auprès du tribunal judiciaire. Ça dépend en fait s'il y a un tribunal de proximité dans votre environnement. Sachez également que lorsqu'il y a des sociétés qui vont essayer de tricher en matière fiscale, eh bien, il peut y avoir ce qu'on appelle un délit de fraude fiscale. Et dans ce cas-là, ce sont les juridictions pénales qui vont être saisies pour traiter ces litiges. Donc, à la différence d'autres affaires, eh bien, en matière fiscale, on se rend compte qu'il y a vraiment à la fois l'ordre administratif et l'ordre judiciaire qui peut intervenir, et à la fois les juridictions civiles et les juridictions pénales. On résume cela sous la forme du tableau suivant. On retient que, en matière d'impôt indirect, sauf TVA et de droit d'enregistrement, les décisions sont prises en première instance par le tribunal judiciaire, en appel par la cour d'appel et en cassation par la cour de cassation. Par ailleurs, on retient que c'est le juge pénal qui est en charge de réprimer le délit de fraude fiscale. Le délit de fraude fiscale, c'est quand on a vraiment l'intention de tricher en matière de déclaration d'impôt. En matière de litige qui concerne des impôts directs et la TVA, qui je vous le rappelle est un impôt indirect, il y a vraiment la TVA qu'on met à part, eh bien on va porter le litige devant l'ordre administratif, donc en première instance devant le tribunal administratif. En appel, cela sera rejugé par la cour administrative d'appel et on peut porter l'affaire en cassation et elle sera alors traitée par le Conseil d'État. Maintenant, voyons comment s'organise l'administration fiscale en France. Concrètement, en France, les finances de l'État dépendent en fait du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Au ministère de l'économie, des finances et de la relance, eh bien, il y a un ministre, je vous ai mis sa photo, il s'agit ici de Bruno Le Maire. C'est important de savoir quand même le nom de nos ministres actuels. Concrètement, le ministère de l'économie, des finances et de la relance, alors il gère pas mal de directions, mais parmi les directions qu'il gère, il y en a deux qui m'intéressent dans le cadre de ce cours de fiscalité, c'est la Direction générale des finances publiques, DGFiP, et la Direction générale des douanes et des droits indirects. La Direction générale des finances publiques, elle s'occupe de la gestion des finances publiques en France, tant en matière de dépenses que de recettes. En matière fiscale, notamment, la DGFiP va être chargée d'établir les impôts et de recouvrer les impôts à la fois des particuliers et des professionnels. Cette direction va également être chargée de gérer les affaires juridiques, de contentieux d'assiette et de recouvrement ou de contrôle fiscal. Au niveau local, eh bien, la DGFiP va avoir des antennes locales qui s'appellent des services des impôts des particuliers qui constituent ce qu'on appelle un guichet fiscal unique qui vont permettre de simplifier les démarches administratives des particuliers. Ce service des impôts des particuliers va notamment s'occuper de toutes les demandes concernant les impôts personnels, impôts sur le revenu, impôts locaux, contributions à l'audiovisuel public ou impôts sur la fortune immobilière. Les besoins des entreprises sont toutefois très différents des besoins des particuliers, puisque les entreprises ne payent pas les mêmes impôts que les particuliers. C'est pour ça qu'au niveau local, il existe également un service des impôts des entreprises, qu'on appelle SIE, qui va informer et accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur démarche fiscale, et ce, quel que soit leur secteur d'activité. Ça concerne notamment les déclarations professionnelles qu'ils ont à faire, comme la déclaration de TVA, la déclaration de la cotisation foncière des entreprises, et les impôts professionnels qu'ils sont amenés à payer, donc notamment l'IS. Il existe également un autre service pour les grandes entreprises, une direction des grandes entreprises, mais je ne l'ai pas abordé dans le cadre de ce cours. Mais évidemment, les grandes entreprises ont des besoins plus spécifiques en matière d'impôts et ils ont besoin du coup d'instances plus expérimentées en matière fiscale. En ce qui concerne la Direction générale des douanes et des droits indirects, eh bien, elle est chargée de recouvrer et de contrôler les taxes qui sont dues lors des importations de biens et de services, notamment de la TVA. Cette direction va également contrôler les déclarations obligatoires qui justifient les échanges intracommunautaires. On appelle ça les déclarations d'échange de biens. C'est déjà fini pour cette première vidéo que j'ai enregistrée avant tout pour les absents de la première semaine. Donc j'espère que vous appréciez et que cela vous permettra de rattraper les cours manqués. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les autres vidéos de fiscal, de compta, de calcul de coûts. Un petit j'aime sur la vidéo vous permettra de la mettre dans vos favoris et vous pouvez même la partager à tous vos amis. En attendant de vous retrouver sur de prochaines vidéos, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.